La femme a adopté une fillette de 5 ans et a découvert qu'elle avait d'étranges tatouages. Isabelle se tenait silencieusement près du cadre de la fenêtre, les yeux fixés sur la cour vide devant la vieille maison en briques perchée seule à flanc de colline dans le petit village de Willow Creek, à plus de 30 km de Savannah. 6 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique où elle avait perdu son premier enfant suite à une fausse couche. Le fœtus n'avait que 7 mois. Le médecin avait dit « on ne peut rien faire », et tous les espoirs d'Isabelle, tous ses rêves de maternité s'étaient brisés comme des éclats de verre sur un sol carrelé. Elle vivait seule depuis, malgré la sympathie des voisins et les conseils de sa cousine Lucie et du vieux Grégory, qui tenait le magasin général du village. Il faut aller de l'avant, Isabelle. Pourquoi rester éternellement dans l'obscurité? Mais Isabelle savait qu'il y a des vides que rien ne peut combler. C'est pourquoi, lorsqu'elle a décidé de rejoindre un programme d'adoption internationale, elle a nourri le vague espoir que peut-être, juste peut-être, sa vie retrouverait un sens. Aujourd'hui, après d'innombrables procédures compliquées, elle a ramené à la maison Alma, une fillette de 5 ans d'un refuge pour enfants près de la frontière de Tijana. Les documents d'accompagnement étaient squelettiques. Alma, date de naissance inconnue, nationalité inconnue, parents inconnus. Recueillie dans la zone frontalière de Tijana après avoir été abandonnée. Lorsqu'Isabelle a signé les documents, l'employé du refuge a dit sèchement « La fille est très silencieuse. Traumatisme psychologique possible. Ne posez pas trop de questions. » Isabelle était assise au volant, jetant un coup d'œil à l'enfant dans le rétroviseur. Alma était accroupie sur la banquette arrière, maigrichonne, ses cheveux noirs emmêlés couvrant la moitié de son visage, ses grands yeux ronds sombres et insondables, ne clignant même pas. Isabelle avait répété tant de questions, tant de paroles réconfortantes, mais elles sont toutes restées coincées dans sa gorge lorsque leurs regards se sont croisés. Pendant le long trajet de Tijana à Willow Creek, Alma n'a pas prononcé un mot. Elle ne bougeait pas, ne pleurait pas, ne dormait pas. Elle était silencieuse comme une ombre, presque comme si elle n'existait pas. La petite voiture déglinguée d'Isabelle s'est arrêtée dans la cour au crépuscule. Elle a ouvert la portière et s'est penchée. « Alma, sortons, ma chérie. » L'enfant n'a pas répondu. Isabelle s'est approchée, a doucement détaché la ceinture de sécurité et l'a sortie de la voiture. Le petit corps était glacial, léger comme une feuille de papier, faisant frissonner Isabelle. « C'est notre maison maintenant. Tu seras en sécurité ici. Personne ne te fera de mal. » Les mots semblaient plus la rassurer elle-même que l'enfant. À l'intérieur de la modeste maison, seul le vent sifflant à travers les fissures et une légère odeur de renfermé dans la cuisine brisaient le silence. Isabelle a rapidement rangé, aménagé une petite chambre pour Alma avec une vieille couverture en laine et un oreiller moelleux. Elle a essayé de créer une atmosphère chaleureuse. « C'est ta chambre. Je laisserai la veilleuse allumée. D'accord ? Tu n'as pas à avoir peur du noir. » Alma ne disait toujours rien. Elle se tenait pressée contre la fenêtre, serrant la poupée de chiffon usée qu'on lui avait donnée au refuge, fixant l'épaisse obscurité extérieure. Soudain, une voix fine comme un murmure s'est élevée, glaçant le sang d'Isabelle. « Ils vont me trouver. » Isabelle s'est figée et s'est approchée. « Qu'est-ce que tu viens de dire? Qui va te trouver? » Alma s'est tue, ses yeux terrifiés se tournant vers les arbres lointains avant de tomber au sol. Isabelle sentit chaque cellule de son corps se transformer en pierre. Cette phrase ne semblait pas provenir d'une fillette ordinaire de 5 ans. Cette nuit-là, Isabelle s'est retournée dans son lit. Le chant des insectes dans la cour, le bruissement du vent à travers la fenêtre et la vague sensation que quelqu'un se tenait dehors, fixant la maison, la laissaient mal à l'aise. Vers minuit, elle s'est glissée dans la chambre d'Alma. L'enfant s'était endormi, son petit visage pâle baigné par la faible veilleuse. Isabelle a remonté la couverture, toujours hantée par des questions sans réponse. Le lendemain matin, la cousine d'Isabelle, Lucie, est passée avec un sac de pâtisserie et une pile de papiers de résidence. « Alors, tu t'es enfin décidée, hein ?» a plaisanté Lucie, à moitié sérieuse, bien que ses yeux révèlent de l'inquiétude. « Isabelle, je suppose que rester seule trop longtemps paie. » Isabelle a hoché la tête et a brièvement décrit Alma. Quand elle a vu l'enfant jeter un coup d'œil silencieux derrière la porte de la chambre, Lucie a murmuré, « Elle a l'air étrange. » Fais attention,
les enfants traumatisés sont fragiles. Isabelle a souri, mais son cœur s'est serré. Elle savait que les blessures psychologiques pouvaient guérir, mais certaines cicatrices étaient plus profondes que la chair. Cet après-midi-là, en donnant le bain à Alma et en la changeant, Isabelle a vu quelque chose qui l'a pétrifiée. Sur le dos de la fillette, entre ses omoplates, se trouvait un tatouage net, une rose rouge dont les pétales semblaient aussi tranchants que des lames, et en dessous, une chaîne de caractères cryptiques. 06 CNN. Le cœur d'Isabelle s'est mis à battre la chamade. Elle a balbutié. Alma, qu'est-ce que c'est? Qui t'a tatoué? Immédiatement, l'enfant a paniqué. Ses yeux se sont agrandis. Elle a reculé dans un coin et a rampé sous la table comme un chat acculé. Elle tremblait, serrant ses genoux, les yeux écarquillés de terreur. Non, non, ne me ramenez pas, répétait Alma, la voix étranglée comme si elle était sur le point de pleurer. Isabelle s'est précipitée à genoux à côté de la table. Personne ne t'emmène nulle part. Je suis là. Tu es en sécurité maintenant. Mais Alma a seulement secoué la tête, les lèvres serrées, tout son corps tremblant. Cette nuit-là, après avoir endormi la fillette, Isabelle a fait des recherches en ligne sur l'étrange tatouage et les lettres. Chaque site ne montrait que des images de roses communes et des codes sans signification. Juste à ce moment-là, une vieille émission rediffusée à la radio l'a fait se figer. Le bref segment décrivait une campagne anti-drogue en Amérique du Sud, montrant le logo d'une rose rouge avec la légende « Neige Noire », une organisation de stupéfiants notoires recherchée dans le monde entier. Isabelle a eu froid dans le dos, la sueur perlant sur son front. Elle n'était pas sûre, mais une vague intuition l'a avertie que c'était plus que la simple adoption d'un enfant abandonné. Dehors, la nuit était épaisse comme du goudron, et des rafales glaciales hurlaient à travers les fentes étroites de la porte. Isabelle était assise, hébétée, à son vieux bureau, les yeux fixés sur l'écran d'ordinateur qui s'était éteint depuis longtemps. L'image de la rose rouge et de la mystérieuse chaîne de caractères sur le dos d'Alma se rejouait dans son esprit. Les nouvelles qu'elle venait d'entendre résonnaient dans ses oreilles comme une alarme. Ce n'était pas la première fois qu'Isabelle entendait parler de Neige Noire. L'année dernière, les journaux avaient fait grand bruit sur la police américaine et Interpol qui avait démantelé une branche du gang à Miami Beach. Neige Noire était tristement célèbre pour le trafic de drogue transnationale, éliminant brutalement quiconque les trahissait. Mais ce qui a coupé le souffle à Isabelle, c'est le symbole de la rose rouge, une correspondance exacte et glaçante avec le tatouage sur le dos d'Alma. Pas possible, a murmuré Isabelle, la main tremblante alors qu'elle tenait un verre d'eau qu'elle n'a jamais réussi à boire. Elle s'est souvenue des yeux craintifs de l'enfant, de la supplication désespérée, ne me ramenez pas, comme si c'était une prophétie. Le lendemain matin, Isabelle a décidé d'emmener Alma à la clinique du village pour un examen complet, utilisant cela comme prétexte pour enquêter davantage. Le docteur Mani, un vieil ami qui l'avait vu s'effondrer après sa fausse couche des années auparavant, les a accueillis avec curiosité. Ça fait longtemps, Isabelle. Alors, c'est ta fille adoptive? Mani s'est penchée avec un sourire doux pour Alma, mais la fillette s'est instantanément réfugiée derrière Isabelle. Isabelle a forcé un sourire. Oui, elle est juste timide. Pourriez-vous lui faire un examen approfondi? Je dois être sûre qu'elle est en parfaite santé. Mani a hoché la tête et les a conduits dans la salle d'examen. Quand il a vu le dos d'Alma, son expression s'est immédiatement assombrie. Ce tatouage. Le savais-tu? Isabelle a dégluti, essayant de rester calme. Je l'ai vu, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et toi? Mani a jeté un coup d'œil autour de lui et a baissé la voix. Mon cousin travaille à la brigade criminelle à Savannah. Ils ont parlé de trafiquants, de réseaux de drogue utilisant des tatouages comme ça pour marquer des enfants spéciaux. Cette fille pourrait très bien avoir été entre leurs mains. Le cœur d'Isabelle s'est serré. Elle a ramené Alma à la maison à la hâte, l'esprit en proie à la peur et à l'inquiétude. Cette nuit-là, alors que tout le village était plongé dans l'obscurité, Isabelle a fouillé dans les tiroirs à la recherche des documents d'adoption de Tijana. Le dossier ne se résumait qu'à quelques pages fragiles. Des informations squelettiques. Pas de date de naissance, pas d'adresse précise, pas de certificat de naissance officiel. Un malaise rampant s'est répandu dans son corps.
Dehors, le vent hurlait à travers les fissures de la porte. Alma était assise, recroquevillée près de la fenêtre, fixant la cour noire comme de l'encre. Isabelle s'est approchée et a parlé doucement. « As-tu faim? Que dirais-tu d'un peu de lait chaud ?» Alma a secoué la tête, son regard ne quittant jamais le mur lointain. Soudain, l'enfant a murmuré, « Ils arrivent. Ils vont me trouver. » Isabelle s'est figée, tout son corps devenant froid. Elle s'est agenouillée et a pris la fillette dans ses bras. « Tout va bien, ma chérie. Je suis là. Personne ne te fera de mal. » Mais le petit corps tremblait violemment, des larmes coulant sur ses joues. Pour la première fois depuis qu'elle était arrivée dans cette maison, Alma a éclaté en sanglots. Il a fallu des heures de réconfort avant que la fillette ne se calme. À l'intérieur d'Isabelle, un tourbillon de peur, de doute et d'inquiétude accablante tourbillonnait comme une tempête. Le lendemain, elle a décidé de se rendre au petit bar du village où les hommes aimaient se réunir et parler de l'actualité. Elle voulait pêcher des informations. Isabelle, ça fait longtemps, a lancé Roger, le mécanicien automobile familier, en la voyant entrer. « Salut, tu as une minute ? J'ai quelque chose à te demander. » Isabelle l'a attiré dans un coin isolé et lui a brièvement parlé d'Alma, du tatouage étrange et de ce qu'elle avait entendu à la radio. Roger a froncé les sourcils, son visage devenant sérieux. « Neige Noire n'est pas une blague, Isabelle. Je travaillais sur les quais à Long Beach et leur cargaison passait par là. Une fois, la police a trouvé le corps d'un enfant qui avait été torturé, il y avait un tatouage de rose rouge dans le dos, exactement comme celui que tu as décrit. » Isabelle a frissonné. « Tu veux dire qu'Alma était mêlée à ça ? Je ne suis pas sûre, mais tu ferais mieux d'être prudente. Ils sont impitoyables. Une fois qu'ils marquent quelqu'un, ils ne lâchent pas. » Les mots de Roger pesaient sur Isabelle comme une pierre sur sa poitrine. Elle est rentrée chez elle à la hâte, le cœur en émoi. Quand elle a ouvert la porte, la scène à l'intérieur l'a fait suffoquer. Alma était cachée sous la table, le visage blême, serrant sa poupée de chiffon, tremblante. La fenêtre était grande ouverte, les rideaux flottants, des traînées de boue et des empreintes de pas inconnus sur le rebord. Que s'est-il passé ? Quelqu'un est entré ? Isabelle s'est précipitée et a enlacé l'enfant. Alma a murmuré, la voix brisée. Ils sont là dehors. Je les ai entendus m'appeler. Isabelle a serré la fillette plus fort, les yeux balayant la pièce, tous les sens tendus comme une corde d'arc. Elle a verrouillé la fenêtre, vérifié chaque coin, mais n'a rien trouvé d'autre. Malgré tout, la peur ne l'a pas quittée de toute la nuit. Toute la nuit, Isabelle s'est retournée, faisant défiler son téléphone, à la recherche d'indices sur Neige Noire. Elle a lu de vieux articles et rapports sur le gang notoire. Il trafiquait de la drogue, oui, mais était également lié à la traite des êtres humains, aux enlèvements d'enfants et à des purges internes sanglantes. Plus effrayant encore était le nom de Michael Carter, le caïd qui apparaissait partout. Il était recherché internationalement, mais depuis 4 ans, la police n'avait trouvé aucune trace de lui. Ses yeux sur la fiche de recherche ont glacé le sang d'Isabelle, son regard acéré, sa moustache soigneusement taillée, son visage anguleux avec une cicatrice descendant sur sa joue gauche. Dans son esprit résonnait le murmure d'Elma, « Il a tué ma mère ». Isabelle est devenue insensible. Elle a commencé à comprendre que cet enfant n'était pas simplement un orphelin abandonné. Le lendemain, sous un ciel terne avec une légère bruine, Isabelle a emmené Alma en ville, déterminée à creuser plus profondément. Elle s'est arrêtée dans un petit café en bord de route où elle espérait trouver Seth, un journaliste indépendant de Savannah qu'elle avait connu lorsqu'elle travaillait à la bibliothèque. « Seth, j'ai besoin de ton aide », a dit Isabelle dès qu'elle l'a vu dans le coin. « Isabelle, ça fait une éternité. Que se passe-t-il ?» La curiosité de Seth s'est transformée en gravité alors qu'il écoutait son histoire sur Alma, le tatouage et la terreur rampante de ces derniers jours. Il est resté silencieux, a ouvert son ordinateur portable et a commencé à chercher. Tatouage de rose rouge, Michael Carter. Mince, tu es dans le pétrin, Isabelle. Il a parcouru les fichiers jusqu'à ce qu'il tombe sur une vieille nouvelle accompagnée d'une photo qui a glacé le sang d'Isabelle. Elle montrait l'homme aux lunettes de soleil au visage froid,
debout à côté d'une maison en flammes, la même silhouette qu'Alma avait dessinée. C'est à confirmer. C'est Michael Carter. Ce n'est pas seulement un baron de la drogue. Il est lié à un réseau de trafic sud-américain. La rumeur dit que sa fille a disparu. La fille s'appelait Alma. Tout le corps d'Isabelle a tremblé, sa respiration s'accélérant. Tu veux dire qu'Alma est la fille biologique de Michael? C'est à hocher la tête, les yeux pleins d'inquiétude. Si c'est vrai, toi et la fille êtes en plus grand danger que vous ne le pensez. Dehors, la pluie s'est intensifiée, un vent coupant traversant son mince manteau. Tard dans l'après-midi, Isabelle a quitté le café, la pluie tombant toujours. Les gouttelettes brouillaient le pare-brise, formant des traînées comme du sang dilué. L'avertissement de cette résonnait dans sa tête. Si Alma est vraiment l'enfant de Michael Carter, toi et cette fille n'avez nulle part où fuir, Isabelle. La pensée lui serrait la poitrine comme un étau. Elle a conduit le long des routes de villages vides, le vent hurlant comme une complainte. Au moment où elle est arrivée à la maison, la nuit était tombée, enveloppant la vieille maison en briques sur la colline dans l'obscurité. Elle s'est garée dans la cour, ses yeux balayant la zone par habitude. Soudain, elle s'est figée. Une étrange voiture grise argentée était garée un peu plus loin de la porte, les phares éteints, les vitres sombres, l'intérieur impossible à voir. La chair de poule lui a parcouru la peau. Elle s'est déplacée lentement, sortant Alma de la voiture, ses yeux ne quittant jamais le véhicule suspect. « Maman », a murmuré Alma, les yeux écarquillés de peur. « Ils sont là. » Le cœur d'Isabelle battait la chamade. Elle a serré ses clés, a fait entrer Alma à l'intérieur, a verrouillé les portes, a fermé les rideaux et a allumé toutes les lumières, créant un semblant de sécurité fragile. Elle n'a pas dormi de la nuit. De temps en temps, elle se rendait sur la pointe des pieds à la fenêtre, soulevait un peu le rideau et jetait un coup d'œil dehors. L'étrange voiture est restée, immobile, un fantôme dans le noir. Au matin, quand Isabelle a ouvert la porte, la voiture avait disparu comme si elle n'avait jamais été là. Mais les signes terrifiants n'étaient pas terminés. Ce midi-là, en vérifiant la caméra de sécurité montée sur le porche, Isabelle s'est figée. Toutes les images de la nuit précédente avaient été effacées. Le disque dur avait été retiré. Les câbles soigneusement coupés, la preuve qu'un professionnel était entré par effraction. Elle a appelé Seth, la voix tremblante. Seth, on est surveillé. Quelqu'un a détruit mes caméras. J'ai peur pour Alma. À l'autre bout du fil, la voix de Seth était tendue. Tu dois être très prudente. Il n'essaie pas seulement de te faire peur. As-tu déjà appelé la police? Isabelle a secoué la tête. Il n'y a aucune preuve, et la police locale a trop peur de se mêler à une affaire internationale. Seth a soupiré. Je vais essayer de contacter quelqu'un que je connais dans les forces de l'ordre, mais pour l'instant, tu dois garder cette fille en sécurité quoi qu'il arrive. Isabelle a raccroché, le cœur lourd d'inquiétude. Elle a commencé à prêter plus d'attention à son environnement. Des voitures étranges ont commencé à apparaître plus souvent, garées dans des endroits cachés le long de la route, passant parfois lentement devant la maison avant de disparaître à nouveau. La nuit, Alma était en proie à des cauchemars. Ses cris terrifiés résonnaient dans toute la maison. Ne me ramenez pas. Non, il a tué ma mère. Isabelle a sauté de son lit, se précipitant pour tenir la fillette, des larmes coulant sur son visage. Personne ne t'emmène. Je suis là. Je te protégerai. Mais la peur dans les yeux d'Elma est restée, obsédante et épaisse comme l'obscurité extérieure. Le lendemain matin, en nettoyant la chambre d'Elma, Isabelle a découvert une pile de dessins griffonnés. Chacun d'eux était le même, un homme portant des lunettes de soleil sombre, un visage froid, debout à côté d'une maison engloutie par des flammes rouges, le feu couvrant toute la page. Isabelle a saisi l'une des pages, son cœur battant follement. Elle a reconnu l'homme, Michael Carter, chef du cartel de Neige Noire, et le père biologique d'Alma. Mais ce qui la terrifiait le plus, c'était le souvenir du feu. Alma avait-elle réellement été témoin de cette horreur? Sa mère avait-elle vraiment été assassinée comme elle l'avait murmuré dans la nuit? Isabelle a décidé d'apporter à nouveau le dessin à Seth. Ils se sont rencontrés dans le même petit café et cette fois, Seth a amené un ami, Xavier,
un journaliste d'investigation chevronné spécialisé dans les affaires de cartels de la drogue transcontinentaux. Voici Xavier. Il a de bonnes sources, a présenté Seth. Xavier a serré la main d'Isabelle, ses yeux vifs et pénétrants. Seth m'a mis au courant. Tu es jusqu'au cou dans un nid de frelons. Isabelle lui a tendu le dessin. Il l'a étudié attentivement, en fronçant les sourcils. C'est Michael Carter. Sans aucun doute. Le symbole de neige noire, les lunettes de soleil, la maison en flammes. Cet enfant a dessiné ça comme si elle l'avait vu se produire. Isabelle a serré les mains. Alors Alma est vraiment sa fille. Xavier a hoché la tête. Selon des dossiers scellés, Michael a eu une fille née au Mexique. La mère, une femme locale, a été assassinée par lui pour trahison. L'enfant a disparu par la suite. Si Alma est cette fille, alors tu détiens une mine d'or d'informations que le cartel de Neige Noire fera tout pour récupérer. Isabelle a frissonné. Alors, ils n'arrêteront pas tant qu'ils ne l'auront pas récupéré. Exactement, a dit fermement Xavier. Toi et Alma devez être extrêmement prudentes. Personne ne sait où ils ont placé des gens ou quelle sera leur prochaine action. Isabelle les a remerciés, le cœur lourd. En sortant du café, le vent s'est levé. De fortes rafales ont fait tourbillonner les feuilles, emportant avec elles un sentiment croissant de terreur. De retour à la maison, Isabelle a soigneusement verrouillé les portes, vérifié chaque loquet, chaque coin. Elle ne croyait plus à la sécurité de ce petit village. Cette nuit-là, elle a entendu des bruits étranges dehors, des pas crissant sur les feuilles sèches, de légers cliquetis contre la fenêtre comme si quelqu'un testait la résistance du verre. Isabelle a retenu son souffle, serrant un petit couteau à fruits, son cœur martelant dans sa poitrine. Elle s'est glissée dans le salon où Alma dormait d'un sommeil agité, sa respiration sifflante de peur. Puis on a frappé, pas fort, pas frénétique, mais doucement, comme si quelqu'un mettait sa patience au défi. Isabelle a pressé son oreille contre la porte et a entendu un murmure à travers le bois. « Rends-la ou meurs !» Tout son corps s'est figé. Sans réfléchir, elle a tiré le rideau de côté et a regardé dehors. L'obscurité était épaisse, mais elle a aperçu un homme en casquette de baseball s'éloignant, se fondant dans la nuit. Elle a claqué la porte et l'a verrouillée, son cœur rugissant. Cette nuit-là, Isabelle est restée assise à côté du lit d'Alma, les yeux grands ouverts, fixant la fenêtre, une tempête de peur et de confusion faisant rage en elle. Le lendemain matin, les choses ont empiré. Quand elle est sortie, le pneu de sa voiture avait été crevé. Le pare-brise fracassé, sur le capot, en peinture rouge, un message glaçant. Tu as été prévenu. Ça ne s'est pas arrêté là. Quand Isabelle a vérifié son compte bancaire, elle a découvert que tous ses fonds avaient été gelés. Le compte était bloqué sans explication. Ce soir-là, elle a reçu un appel de la bibliothèque de la ville où elle travaillait à temps partiel. La voix du directeur était froide. Désolée, Isabelle. Nous mettons fin à ton contrat. Ordre d'en haut. Tu devrais rester à l'écart des ennuis. Isabelle a raccroché, des larmes coulant sur ses joues. Sa vie était étranglée morceau par morceau. Et dans son esprit, une seule pensée subsistait. Je dois protéger Alma à tout prix. Dehors, la nuit est de nouveau tombée sur le village, plus épaisse et plus terrifiante que jamais. Isabelle était assise, immobile, dans le fauteuil, les bras étroitement enroulés autour d'Alma. Sa poitrine lui faisait mal comme si elle était serrée dans un étau. Les menaces étaient devenues flagrantes, étouffant sa vie de toutes parts. Une voiture vandalisée, un compte bancaire gelé, la perte de son emploi, la bibliothèque qui lui tournait le dos. Ce n'étaient plus des signes vagues, mais la preuve solide que quelqu'un voulait qu'elle rende Alma. Et au fond d'elle, Isabelle savait exactement qui ils étaient, ceux liés à Neige Noire et à Michael Carter. Dehors, une légère pluie a commencé à tomber, chaque goutte glissant sur la vitre comme des traînées de sang froide. Alma était recroquevillée sous la couverture, son petit visage pâle de peur incessante. Isabelle la regarda et sentit une douleur déchirante dans sa poitrine. Elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement rester assise et attendre d'être chassée. Elle devait découvrir toute la vérité sur Alma, sur les documents d'adoption, le sombre passé qu'ils essayaient si fort d'effacer. Le lendemain matin,
Isabelle a envoyé Alma chez sa cousine Lucie à Savannah sous prétexte d'un voyage de travail urgent. Puis elle a conduit seule vers la frontière de Tijana, de retour au refuge pour enfants qui lui avait remis Alma. La route était longue et désolée, une pluie fine tombant régulièrement, les courbes de montagne se resserrant autour de ses entrailles. Dans sa tête, les questions affluaient comme un déluge. Pourquoi le dossier d'Alma était-il si pauvre en détails? Qui l'avait approuvé? Et comment un enfant lié à un cartel de la drogue avait-il été traité légalement et remis si facilement? Quand elle est arrivée, la scène l'a glacée jusqu'aux os. Le refuge était niché au bout d'un chemin de terre rouge. Sa plaque signalétique était décolorée, le portail rouillé à moitié fermé. À l'intérieur, tout était silencieux comme un cimetière. Isabelle est sortie de la voiture, le cœur battant, chacun de ses pas lourds. Le portail s'est ouvert en grinçant. La cour était couverte de feuilles mortes et de détritus. Personne, pas de voix d'enfant, seulement des vitres brisées et des clôtures écaillées. Elle a poussé la porte d'entrée et a appelé fort. « Bonjour, y a-t-il quelqu'un ici? Je dois parler au responsable. » Pas de réponse, juste le bruit du vent et l'odeur écrasante de moisis. En fouillant partout, elle a finalement trouvé un vieux bureau. Des dossiers et des papiers éparpillés sur le sol, de nombreuses feuilles déchirées en lambeaux, d'autres roussies comme si quelqu'un avait essayé de les détruire. Les mains d'Isabelle tremblaient alors qu'elle feuilletait les piles de dossiers. Elle a rapidement repéré le nom d'Alma parmi les pages froissées, mais ce qu'elle a vu l'a fait pâlir. De nombreuses pages avaient été blanchies, les informations vides, ne laissant qu'une seule copie d'un formulaire d'admission avec une signature faible et un sceau inconnu. Dans le coin supérieur droit du document se trouvait l'emblème de la rose rouge, identique au tatouage sur le dos d'Alma. Mince, a marmonné Isabelle, le cœur battant. Soudain, des pas ont retenti derrière elle. Elle s'est retournée et s'est retrouvée face à un homme d'âge moyen, d'apparence robuste dans un manteau usé, le visage hagard. Il a sursauté en la voyant. « Qui vous a laissé entrer ici? Cet endroit est fermé, » a-t-il dit d'une voix rauque, la lassitude dans les yeux. Isabelle s'est ressaisie. « Je m'appelle Isabelle. J'ai adopté Alma d'ici. J'ai besoin de connaître la vérité. S'il vous plaît, vous travailliez ici avant, n'est-ce pas? » L'homme a hésité, puis a soupiré et a baissé la voix. « Je m'appelle Matthew. Je travaillais dans ce centre, mais c'est fini. Vous ne devriez pas être ici. C'est dangereux. » Isabelle s'est approchée, tendant le papier avec l'emblème de la rose. « Dites-moi ce qui s'est passé. La fille est liée à Neige Noire. N'est-ce pas? » Le visage de Matthew est devenu cendré. Il a jeté un coup d'œil autour de lui avec peur, puis l'a entraîné dans un coin. « Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous êtes embarqué. Alma n'est pas une orpheline ordinaire. C'est leur monnaie d'échange. » La gorge d'Isabelle s'est serrée. « Que voulez-vous dire? » Matthew a serré les poings, la voix tremblante. « Il y a 1 an, une femme d'Amérique du Sud est venue en prétendant être la mère adoptive d'Alma. Elle avait tous les papiers, insistant pour que nous prenions la fille en cas de protection d'urgence. Mais j'ai découvert plus tard que cette femme travaillait pour Neige Noire. Alors pourquoi avez-vous laissé l'enfant partir? » a insisté Isabelle. Matthew a baissé la tête. « Nous avons été menacés. Soit accepter Alma et la faire sortir sur ordre, soit perdre la vie. Tout le refuge était sous leur contrôle. Je ne pouvais pas les combattre. » Isabelle lui a saisi les épaules. « La faire sortir. Vous voulez dire faire passer Alma en Europe comme une monnaie d'échange? » Matthew a hoché la tête, les yeux embués. Michael Carter a perdu confiance en ses partenaires, craignant la trahison, alors il a caché sa fille. Il a fait amener Alma ici pour négocier des accords avec des gouvernements ou des factions rivales. Mais les choses ont dérapé. Ces femmes ont été éliminées et le centre a été fermé. Isabelle a chancelé, son corps tremblant. Alors maintenant, ils veulent revenir pour éliminer toutes les fins de non-recevoir. Matthew lui a saisi la main, l'urgence dans la voix. Exactement. Vous devez fuir. Michael ne fait confiance à personne, il tuera quiconque garde Alma. Comme il l'a fait à la mère biologique de la fillette.
Ces mots ont poignardé Isabelle droit au cœur. Elle a reculé, étourdie. Tout était clair maintenant. Alma n'était pas seulement une orpheline. Elle était la fille biologique du baron de la drogue Michael Carter, la clé de négociation de sang-froid, et maintenant la cible d'une chasse à l'homme implacable. Isabelle a regardé Matthew, la voix brisée. Je ne peux pas livrer Alma. Quoi qu'il arrive, je dois la protéger. Matthew a secoué la tête, de la douleur dans les yeux. Vous ne comprenez pas. Ils ont des yeux partout. Combien de temps pouvez-vous vous cacher? Finalement, le gouvernement, la police, tout le monde se détournera. Qui ose s'opposer au réseau international qui soutient Michael? Isabelle a serré les poings, les yeux flamboyants. J'ai perdu mon premier enfant parce que j'étais impuissante. Je jure que je ne laisserai pas cela se reproduire, même si cela me coûte la vie. Matthew a soupiré, lui glissant un petit bout de papier dans la main. C'est l'adresse de la seule personne qui peut vous aider, Lewis, un ancien agent qui a enquêté sur Neige Noire. Mais le trouver ne sera pas facile. Isabelle a pris la note, le regard inébranlable. Je n'ai pas besoin de facilité. J'ai juste besoin d'une chance. Dehors, le vent hurlait. La pluie martelait le toit de tôle, annonçant une tempête imminente. Isabelle a quitté Tijana au crépuscule, des traînées de lampadaires s'étirant comme des serpents de feu sur la chaussée glissante de pluie. Ses mains tremblaient, sa poitrine se serrait. Les révélations de Matthew l'ont profondément touchée. Alma n'était pas seulement une enfant abandonnée. Elle était la cible vitale du réseau criminel le plus impitoyable d'Amérique du Sud. En elle, une seule résolution subsistait. Protéger Alma à tout prix, même si cela signifiait sacrifier sa vie actuelle. Au moment où elle a atteint Savannah, une forte pluie s'abattait, des rafales fouettant les branches des arbres. Elle s'est précipitée dans la maison de Lucie où Alma séjournait. La porte s'est ouverte sur le visage inquiet de Lucie. « Où as-tu été toute la journée ?» La police a appelé pour s'enquérir d'un refuge à Tijana. « Qu'est-ce que tu fabriques maintenant, Isabelle ?» Isabelle a serré les mains. « Je n'ai pas le temps d'expliquer. Je dois emmener Alma tout de suite. » Lucie a froncé les sourcils. « Tu es folle. Il te soupçonne déjà et maintenant tu veux fuir. Sais-tu à quel point c'est dangereux ?» Isabelle a serré Alma fort, la voix brisée. « Rester ici, c'est ce qui est dangereux. Je sais à qui nous avons affaire. Michael Carter ne nous laissera pas partir. » Lucie s'est figée. « Michael, tu veux dire le baron de la drogue de Neige Noire ? Mince, Isabelle. Dans quoi t'es-tu fourrée ? » Les yeux d'Isabelle imploraient. « Je n'ai pas le choix. Tu dois me faire confiance juste cette fois. » Lucie est restée silencieuse pendant un long moment, puis a hoché la tête et a tendu un sac à Isabelle. « Va. Mais Isabelle, ne te fais pas tuer. Pour ton bien et pour le sien. » Isabelle a serré la main de Lucie, puis a fait sortir Alma. À partir de ce moment, elle s'embarquait dans une fuite sans issue. Elles ont loué une chambre bon marché dans la banlieue de Savannah. Cette nuit-là, Isabelle n'a pas dormi. Elle est restée éveillée, les yeux rivés sur son téléphone, surveillant chaque SMS et chaque appel. Soudain, son téléphone a vibré. Un message anonyme s'est allumé à l'écran. « Rends-la ou meurs. » Isabelle a retenu son souffle, son cœur semblant s'arrêter. Le message provenait d'un numéro international inconnu, intraçable. Elle s'est précipitée à la fenêtre, tirant le rideau de côté. L'obscurité extérieure était épaisse, rompue seulement par des lampadaires vacillants qui ressemblaient à des yeux qui regardaient. À ce moment précis, la fenêtre s'est ouverte en éclats. Une pierre a traversé la vitre et a cliqueté sur le sol. Isabelle s'est accroupie pour la ramasser, son cœur se serrant en voyant un morceau de papier enroulé autour. Elle a parcouru le texte et a lu. À l'encre rouge sang étaient écrits les mots. « C'est ton dernier avertissement. » Alma a serré sa poupée, tremblante, les yeux humides de larmes. « Maman, ils sont là. » Isabelle a tenu sa fille fermement, le cœur battant à tout rompre. Elle savait maintenant que ce n'était plus seulement une menace. Il les avait trouvés. Sans autre option, le lendemain matin, Isabelle a pris la décision de quitter la ville avec Alma.
Elles sont entrées dans la clandestinité, se déplaçant constamment de ville en ville, Fresno, Jackson, El Paso, comme deux ombres se cachant sous des toits temporaires. La vie est devenue un cauchemar éveillé. Alma s'affaiblissait de jour en jour, sursautant à chaque klaxon de voiture, à chaque voix inconnue. Ses grands yeux devenaient distants, son regard épuisé et vide, chaque regard poignardant la poitrine d'Isabelle de douleur. Une nuit au terminal de bus de Savannah, alors qu'Isabelle emballait leurs bagages, deux hommes étranges se sont approchés. L'un portait un masque, l'autre des lunettes de soleil, grand, imposant, les yeux aussi froids que l'acier. Isabelle, a grogné l'homme, sa voix rauque comme du métal grinçant sur la pierre. « Rends la fille ou meurs !» Isabelle a serré Alma fermement, tout son corps tremblant. « Qui êtes-vous » L'homme aux lunettes de soleil a esquissé un sourire fin et froid. « Tu sais exactement qui nous sommes. » Michael a perdu patience. « C'est ta dernière chance. » Il s'est avancé, sa grande main tendant vers Alma. Isabelle a reculé, la panique l'inondant. Juste à ce moment-là, un camion s'est arrêté brusquement à proximité, les freins crissant. Un homme a sauté, solidement bâti, les yeux vifs comme des lames. Reculez, salaud. Les deux hommes se sont figés. Ils l'ont reconnu et en un instant, ils ont disparu dans la foule comme des fantômes. Isabelle est restée figée, Alma tremblant dans ses bras. L'homme s'est approché rapidement. « Je m'appelle Louis. Matthew m'a envoyé. Venez avec moi maintenant. » Isabelle a hésité, les yeux toujours lasses, mais il n'y avait pas de temps pour réfléchir. Elle est montée dans la cabine du camion avec Alma. La porte a claqué et le moteur a rugi alors qu'il s'éloignait dans la nuit. À l'intérieur, Lewis a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. « Nous les avons semés pour l'instant, mais Michael sait que vous êtes aux États-Unis. » Il n'arrêtera pas, Isabelle a tenu Alma près d'elle, la voix craquelée. « Ça m'est égal. J'ai juste besoin de la garder en sécurité. » Lewis a hoché la tête, une trace de tristesse dans les yeux. « J'ai enquêté sur Neige Noire. Ils ne sont pas comme les cartels ordinaires. Ils contrôlent les gouvernements, la police, même les autorités frontalières. » Isabelle a serré les poings. « Alors comment pouvez-vous nous aider ? Nous ne pouvons pas simplement fuir éternellement. » Lewis a esquissé un sourire tendu. « Vous avez raison. Mais il y a un moyen de faire tomber Michael dans son propre piège. Ça vous coûtera tout, mais c'est faisable. » Isabelle a baissé les yeux sur Alma, endormie dans ses bras, son visage innocent marqué par la peur et la fatigue. Isabelle savait qu'elle n'avait plus rien à perdre. Elle ne laisserait pas Michael prendre cet enfant comme la vie lui avait volé son rêve de maternité il y a 6 ans. Les trois s'enfoncèrent dans la nuit épaisse, l'étau se resserrant derrière eux à chaque instant qui passait. Le grondement du camion résonnait dans l'obscurité totale comme le seul son restant dans l'existence. Les lumières de la rue de Savannah s'estompèrent au loin, cédant la place à une autoroute sans fin et aux silhouettes menaçantes des montagnes lointaines, aussi sombres et silencieuses que des ombres les observant. Isabelle était recroquevillée dans la cabine du camion, serrant Alma fermement. La fillette s'était évanouie d'épuisement, son petit visage pâle comme du papier, les lèvres gercées, les cils encore humides de larmes non versées. Lewis conduisait, les yeux vifs, vérifiant constamment les rétroviseurs. Ils nous suivent toujours, mais ils ne feront rien sur l'autoroute ouverte. La voix d'Isabelle était rauque. Ils n'arrêteront pas. Michael veut la fille à tout prix. Lewis a hoché la tête. Il ne veut pas seulement Alma. Il veut tout faire taire. Vous et moi sommes tous les deux des obstacles. Dehors, la pluie tombait à verse, frappant le pare-brise comme des coups de fouet. Isabelle frissonna, à la fois de froid et de la peur rampante qui parcourait chaque fibre de son corps. Ils ont conduit toute la nuit, évitant les autoroutes très fréquentées, changeant d'itinéraire à plusieurs reprises pour semer les véhicules suspects qui les suivaient. Mais peu importe où ils allaient, le sentiment d'être traqués s'accrochait à eux comme une ombre. Isabelle a jeté un coup d'œil à Lewis, le doute dans les yeux. « Êtes-vous sûr de pouvoir nous aider ? Cela ne ressemble à rien d'autre qu'à un plan suicide. » Lewis n'a pas bronché. Ses yeux, assombris par les cicatrices des batailles passées, sont restés fermes. « J'ai travaillé dans le renseignement.
Je sais comment fonctionne Neige Noire. Mais vous devez accepter la vérité. Nulle part n'est jamais vraiment sûr. La fuite n'est que temporaire. Isabelle a serré Alma plus fort, la poitrine douloureuse. Je ne peux pas les laisser la voir. J'ai déjà perdu un enfant. Je ne survivrai pas à la perte d'un autre. Lewis n'a rien dit. Son regard est resté fixé sur la route. Vous ne le ferez pas. Pas tant que je suis là. Ils se sont arrêtés à une station-service abandonnée près de la frontière de l'État, changeant pour un autre camion que Lewis avait préparé. Le ciel était toujours gris, la pluie continuant de tomber à verse, des flaques se formant comme de l'encre sous des lumières jaunes vacillantes. De retour sur la route, Elma s'est réveillée, les yeux rouges et gonflés de larmes. Elle a murmuré, la voix tremblante et brisée. « Maman, ils vont encore nous trouver. Ils sont partout. » Isabelle lui a caressé les cheveux, se mordant la lèvre pour retenir ses larmes. « Tout va bien, ma chérie. Je ne les laisserai pas te prendre. Je te le promets. » Mais au fond de ses yeux, la peur tourbillonnait. Ils étaient des proies dans une vaste chasse impitoyable. Pas de refuge, pas de port sûr. Dans les jours qui ont suivi, Isabelle et Alma ont continué leur vie de fuite. Elles vivaient comme des fugitives, errant dans de petites villes, Santa Fe, Charleston, Clearwater, ne restant que quelques jours dans chacune avant de fuir à nouveau au premier signe de danger. Lewis était toujours à leur côté, les yeux vifs, les oreilles attentives à chaque son, comme un homme trop familier du jeu du chat et de la souris. Une nuit aventura dans un appartement bon marché payé à l'heure, Lewis avait l'air tendu. Michael a intensifié la recherche. Il a dit qu'il a mis une grosse prime sur quiconque peut vous trouver, vous et la fille. Isabelle s'est mordu la lèvre fort. Nous ne pouvons pas continuer à fuir comme ça pour toujours. Alma a tiré sur la manche de sa mère, la voix faible. Maman, je ne veux plus me cacher. Je suis fatiguée. Isabelle a regardé profondément dans les yeux de sa fille, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Je sais. Je suis tellement désolée, mais je te promets que je vais mettre fin à tout ça. Ils ont continué à se déplacer pendant la nuit, conduisant le long des comtés côtiers, se cachant dans des rues étroites et des quartiers délabrés. Isabelle avait appris à vivre comme un fantôme, à ne jamais laisser de traces, à éviter les étrangers, à toujours être prête à disparaître. Mais la peur n'est jamais partie. Il y avait trop de situations de justesse, de regards suspects, de voitures inconnues les suivant comme une lame suspendue au-dessus de leur tête. Une fois, à une aire de repos à Santa Fe, Isabelle venait de sortir des toilettes quand elle a repéré une voiture argentée garée au loin, une plaque d'immatriculation étrange, et un homme en casquette de baseball assis immobile à l'intérieur, des lunettes de soleil sombre brillant sous la lumière crue. Isabelle a saisi fermement la main d'Elma et a accéléré le pas pour retourner à la voiture de Louis. Ils sont partis en trombe juste au moment où le véhicule suspect a fait vrombir son moteur pour les suivre. Une poursuite angoissante s'est déroulée sur l'autoroute pendant plus de 10 minutes avant que Lewis ne les perde enfin. Isabelle a suffoqué, les mains tremblantes. Ils sont plus proches que je ne le pensais. Lewis est resté silencieux, puis a hoché la tête. Ils veulent Elma. C'est certain. Cette nuit-là, ils ont trouvé refuge dans un motel miteux en bord de route à Santa Fe. Isabelle ne pouvait pas dormir, ses yeux surveillant chaque scintillement d'ombre, son cœur lourd de peur. Alma s'était endormie sur ses genoux, sa respiration superficielle. Isabelle a doucement caressé les cheveux de sa fille, murmurant comme pour se calmer. Encore un peu, et nous serons libres. Ce cauchemar prendra fin. Mais dehors, la nuit s'est pressée comme une couverture suffocante, noyant chaque parcelle d'espoir dans une terreur glaciale. Le lendemain matin, une pâle lumière du soleil filtrait à travers les stores poussiéreux du motel délabré. Isabelle était assise, immobile, au bord du lit, les yeux vides. Son visage était émacié, ses lèvres sèches et gercées par des jours de fuite incessante. Alma dormait encore, son petit visage plissé comme si même les rêves n'offraient aucune échappatoire à la peur. Isabelle a resserré la couverture autour de sa fille, le cœur douloureux. Lewis était assis dans le coin, les yeux fixés sur une carte étalée sur la table. Michael vient aux États-Unis. L'information a été confirmée par une source fiable. Si nous hésitons,
il prendra Alma avant même que nous ayons une chance d'agir. Isabelle a relevé la tête, la voix lasse. Alors dis-moi ce que nous allons faire. Je ne peux plus supporter ça. Fuir n'est pas vivre. Lewis a hoché la tête, son ton grave. Tu sais, Michael contrôle tout depuis les ombres. Il ne se montre jamais à moins d'être sûr d'avoir le contrôle total. Il n'y a qu'un seul moyen de le faire sortir. Nous utilisons Alma comme appât. Isabelle s'est figée, ses poings se serrant si fort qu'ils saignaient. Je ne veux pas qu'elle soit en danger. Lewis a croisé son regard. Tu penses que je le veux, mais il n'y a pas d'autre choix. Veux-tu vivre comme ça pour toujours? La voir grandir dans la peur, sans amis, sans avenir? Isabelle a baissé la tête, des larmes amères coulant. Je veux juste qu'elle vive comme une enfant normale. Lewis a soupiré. Je comprends, mais c'est la seule chance que nous aurons de mettre fin à tout ça. J'ai contacté Interpol. Ils ont accepté de coordonner, mais ils ont besoin d'un plan, et Alma est la clé. Isabelle est restée silencieuse. Des images ont défilé dans son esprit. Des voitures étranges, des fenêtres brisées, des messages menaçants. Les yeux terrifiés d'Elma. Elle savait que s'il ne finissait pas cela, il n'y aurait pas d'échappatoire. Seulement une fin imprégnée de tragédie. Elle a essuyé ses larmes, la voix ferme. J'accepte. Peu importe le coût, je ne laisserai pas Michael détruire sa vie davantage. Lewis a hoché la tête, une rare lueur d'espoir dans ses yeux. Bien. Mettons fin à cela. Ils ont passé des heures à planifier. Lewis a contacté Xavier, le journaliste d'investigation qui avait autrefois aidé Isabelle à Savannah, travaillant maintenant avec une équipe d'Interpol basée à Miami Beach. Une carte de Miami Beach était étalée sur la table, marquée de notations denses. Lewis a expliqué. Michael a un partenaire majeur qui attend à Miami Beach. Selon les informations, il y sera en personne. C'est notre seule chance. Isabelle a fixé la carte, sa main tremblant alors qu'elle pointait un café en bord de mer. Pourquoi cet endroit? A répondu Lewis. Un espace public. Beaucoup de gens. Plus facile de positionner une équipe tactique. Moins de risques pour Alma, mais tu devras jouer ton rôle. Michael doit croire que tu es désespérée, prête à la rendre. Isabelle a dégluti difficilement. Le cœur battant. L'idée de se retrouver face à l'homme qui avait détruit tant de vies la faisait trembler. Mais elle savait que c'était le moment de tout risquer. Cette nuit-là, ils se sont rendus secrètement à Miami Beach. La ville balnéaire brillait de lumière, animée par la musique, les magasins et les touristes. Mais pour Isabelle, ce n'était qu'un flou de couleurs noyé dans un nuage de peur. Dans la chambre d'hôtel temporaire, Isabelle était assise en brossant les cheveux d'Elma. Les yeux de la petite fille étaient pleins d'inquiétude. « Maman, est-ce qu'on fuit encore ?» Isabelle a inspiré profondément et a forcé un sourire. « Pas cette fois, ma chérie. Cette fois, je vais y mettre fin. » Alma a levé les yeux, ses yeux larmoyants grands ouverts. « J'ai peur. Ils ont déjà tué ma mère. Maintenant, ils vont te tuer. » Isabelle l'a serré contre elle, des larmes glissant silencieusement sur ses joues. « Personne ne va me faire de mal. Tu m'entends? Nous allons nous en sortir. » Le lendemain matin, la ville était pleine de vie. Isabelle s'est enveloppée dans un vieux manteau, tenant fermement la main d'Alma alors qu'elle marchait lentement le long de la plage vers le café, l'endroit choisi. Lewis et Xavier avaient positionné l'équipe autour de la zone, des agents infiltrés se fondant dans la foule. Isabelle ne les a pas regardés, n'a pas tourné la tête, mais elle savait que chaque pas, chaque respiration avait été calculée. À l'intérieur du café, les tables étaient peu occupées, des couples, des touristes murmurant doucement. Isabelle a choisi un coin isolé, tenant Alma fermement dans ses bras, les yeux fixés sur la porte vitrée. Le temps passait lentement, chaque seconde comme une goutte de sueur qui tombe. L'air était épais, lourd. Soudain, la porte s'est ouverte. Un homme grand est entré, sa démarche assurée, des lunettes de soleil sombre cachant la plus grande partie de son visage. Derrière lui se trouvaient deux gardes du corps costaud. Isabelle s'est figée.
Elle n'avait pas besoin de voir son visage. Elle savait que c'était Michael Carter. Il s'est approché, un sourire froid se dessinant sur ses lèvres. Isabelle, tu as enfin appris comment fonctionne le jeu. Isabelle a serré Alma fermement, la voix tremblante. Je n'avais pas le choix. Michael a tiré une chaise et s'est assis en face d'elle, son regard derrière les verres noirs sombres et illisibles. Non, tu n'as pas le choix. Rends la fille et tu t'en vas. Résiste et tu ne seras qu'un autre cadavre flottant dans la baie. Isabelle a dégluti difficilement, ses yeux parcourant le café. Lewis et les agents étaient en position. Elle savait que le moment de vérité était venu. Michael a plissé les yeux, sa voix plus nette. Allez. Je n'ai pas toute la journée. Isabelle s'est penchée et a embrassé le front d'Elma, en murmurant. Je suis désolée, bébé. Je promets que ça se termine aujourd'hui. Puis elle a regardé droit dans les yeux de Michael, les siens flamboyants. Si tu la veux, alors viens la prendre. Juste à ce moment-là, le signal a été envoyé. Les portes du café se sont ouvertes en grand et des agents tactiques ont fait irruption. Des cris ont rempli la pièce, des armes levées, brisant le silence tendu comme un coup de tonnerre. Michael a tressailli, la fureur brillant dans ses yeux. Mince. Il a sauté, sortant une arme, mais il était trop tard. Les agents se sont approchés. Lewis s'est précipité en avant, tirant Isabelle et Alma en sécurité. Le chaos a éclaté alors que Michael bousculait les clients et courait vers la rue. Des coups de feu ont retenti. Michael a été touché à la jambe et s'est effondré sur le trottoir, du sang s'étalant autour de lui. Il a crié, mais les agents l'avaient déjà maîtrisé. De loin, Xavier a crié, « On l'a eu !» Isabelle a serré Alma, toutes deux tremblantes. Mais pour la première fois depuis des mois, elle pouvait sentir la lumière du soleil, l'air frais et une lueur d'espoir. Les sirènes de police ont résonné dans les rues de Miami Beach, des lumières bleues et rouges clignotant contre le ciel pâle du matin. Isabelle tenait Alma près d'elle, le cœur battant toujours à tout rompre, le souffle court après le moment de vie ou de mort qu'elle venait de survivre. Lewis se tenait à côté d'elle, les yeux fixés sur l'agent qui sécurisait Michael Carter. Le baron de la drogue gisait étendu sur le trottoir, le sang s'étalant de sa jambe blessée, son visage tordu de douleur et de rage. De l'autre côté de la rue, Xavier et un groupe de journalistes se bousculaient pour enregistrer la scène. Caméra tournant, commentaires fluides. Après 15 ans d'activité, le baron de la drogue Michael Carter a finalement été capturé à Miami Beach. Cela marque une victoire majeure pour Interpol et les forces de l'ordre américaines. Isabelle a entendu les mots mais pouvait à peine y croire. Elle a resserré son étreinte autour d'Alma, les yeux rouges alors qu'elle regardait Lewis. Alors, c'est fini. Il a vraiment été arrêté. Lewis a posé une main sur son épaule, sa voix ferme et calme. Pas complètement, mais c'est le tournant. Michael a été pris en flagrant délit avec des preuves accablantes de trafic de drogue lors de cette opération. Un agent s'est approché et a rapidement parlé avec Lewis. Tous les documents, les registres de transactions et les preuves liées à Neige Noire ont été récupérés sur les lieux. Nous nettoyons les cellules restantes. L'empire de Michael s'effondre. En entendant ces mots, Isabelle n'a pas pu retenir ses larmes. 6 ans à vivre dans l'obscurité après avoir perdu son enfant, des mois à fuir comme une criminelle. Toute la peur, toute la douleur ont finalement débordé en sanglots qui lui ont coupé la poitrine. Alma s'est accrochée fermement à la main de sa mère, les yeux brillants. « Maman, dis-moi. Ils ne me poursuivront plus, n'est-ce pas ?» Isabelle s'est agenouillée pour croiser le regard de sa fille, lui caressant les cheveux doux. « Non, ma chérie. Ils ne peuvent plus nous faire de mal. Tu es en sécurité maintenant. » Alma a enfoui son visage dans la poitrine de sa mère, de doux sanglots se mêlant au bruit des vagues au loin. Lewis se tenait à proximité, son expression s'adoucissant après les longues journées de tension. Capturer Michael n'est que le début. Nous devons encore finaliser la protection d'Elma et restaurer votre tutelle légale. Isabelle a hoché la tête, ses yeux fermes de résolution. Je suis prête. Je ferai tout ce qu'il faudra pour qu'elle puisse vivre comme une enfant normale.
Plus tard dans la journée, lors d'une conférence de presse à la division sud d'Interpol, des responsables américains et internationaux ont confirmé conjointement que Michael Carter avait été arrêté pour trafic de drogue transnationale, traite des êtres humains, blanchiment d'argent et plusieurs autres crimes graves. Ces photos, visage sévère, yeux froids derrière des lunettes de soleil sombre, ont inondé les premières pages, les écrans de télévision et les bulletins d'information. Le nom de Michael qui évoquait autrefois la peur était maintenant le symbole d'un empire criminel effondré. Xavier s'est approché d'Isabelle et lui a tendu un petit enregistreur vocal. Les premières déclarations de Michael montrent qu'il a été complètement trompé par le piège. Vous avez été courageuse. Peu de gens risqueraient leur vie comme vous l'avez fait. Isabelle a serré les poings, la voix pleine de fureur. Il a déchiré des familles. Il a détruit des vies. J'ai juste fait ce qui devait être fait. Lewis a ajouté, votre courage a contribué à mettre fin à un cauchemar. Maintenant, nous nous occuperons du reste. Alma sera protégée. Dans les jours suivants, Isabelle et Alma ont été placées sous protection spéciale par Interpol. Le gouvernement américain a rapidement achevé le processus légal, accordant à Isabelle la tutelle permanente complète. Un matin frais au bureau de la protection de l'enfance de Savannah, un agent souriant a remis à Isabelle un nouveau dossier. Ce sont les documents officiels. Madame Isabelle, à partir d'aujourd'hui, vous êtes la mère légale d'Alma, reconnue par les lois américaines et internationales. Vous avez fait preuve d'une force extraordinaire. Les mains d'Isabelle tremblaient en prenant le dossier. Des larmes ont coulé alors que ses doigts traçaient doucement les mots. Certificat de tutelle légale. Enfant, Alma Carter. Nouveau nom légal, Alma Gardner Morris. Mère adoptive, Isabelle Gardner Morris. Elle s'est penchée et a serré Alma fort dans ses bras. À partir de maintenant, tu seras Alma Gardner Morris, ma fille, ma fierté, ma famille. Alma a gloussé, ses yeux pétillants remplis de joie pour la première fois. J'ai le même nom de famille que toi maintenant. Ça veut dire qu'on est une vraie famille, n'est-ce pas, maman? Isabelle a ri à travers ses larmes. C'est vrai, ma chérie. Une vraie famille. Rien ne peut nous séparer. Elles ont quitté l'agence main dans la main, marchant dans la rue animée. Bien que les blessures du passé n'aient pas encore guéri, pour la première fois, Isabelle a vu un ciel bleu devant elle, a senti la douce chaleur du soleil et a cru en l'avenir. À une courte distance, Lewis s'est approché et lui a tendu une enveloppe. C'est une récompense du gouvernement, un soutien financier pour ce que vous avez fait et un merci de notre part. Isabelle a secoué la tête. Je n'ai pas besoin d'argent. Je veux juste la paix pour ma fille. Lewis a souri. Cette paix, vous pouvez la construire maintenant de vos propres mains. Quelques jours plus tard, Isabelle et Alma ont officiellement déménagé à Savannah. Recommencer dans une petite maison à la périphérie de la ville où il y avait un jardin luxuriant et des bougainvilliers lumineux qui leur rappelaient les souvenirs d'enfance qu'Alma n'avait jamais eus. Les résidents locaux les ont accueillis comme des héros discrets. Madame Lucie a également déménagé à proximité, leur rendant souvent visite et les aidant toutes les deux. Un après-midi, alors que la lumière dorée du soleil se déversait, Alma était assise en train de dessiner sur le porche. Isabelle préparait du thé, regardant sa fille colorier avec une profonde concentration, son cœur débordant d'amour. « Que dessines-tu, Alma » a demandé Isabelle en s'approchant. Alma a levé le dessin, souriant largement. « C'est un dessin de toi et moi, et j'ai écrit quelque chose en bas. » Isabelle a pris le dessin, son cœur se serrant en lisant les mots écrits au crayon. « Maman m'a sauvée. Maman est ma maison. » Elle a serré le papier fermement, des larmes coulant alors qu'elle embrassait Alma. « Je t'aime aussi. Tu es tout pour moi. » Dehors, la lumière dorée du soleil baignait le jardin, et les bougainvilliers se balançaient dans la brise comme un signe de nouveau départ, d'une vraie famille, et des jours paisibles qui étaient enfin revenus. Ce matin-là, le soleil de juin illuminait les rues de la banlieue de Savannah, où de petites maisons pittoresques se tenaient serrées les unes contre les autres, des bougainvilliers pourpres tombant des rebords de fenêtres, et des oiseaux gazouillant joyeusement dans la canopée verte au-dessus. Isabelle se tenait près du rebord de la fenêtre de sa nouvelle maison, les yeux rivés sur le petit jardin en face.
Un jardin dont elle avait autrefois rêvé, où elle pourrait regarder Alma grandir jour après jour, sans peur, sans que l'obscurité ne les poursuive. La maison était modeste, juste 2 chambres, un petit salon et une cuisine confortable. Mais pour elle, c'était un monde en soi. Un monde qu'elle et Alma pouvaient protéger, reconstruire et commencer une nouvelle vie. Dans le jardin, Alma courait joyeusement, ses cheveux noirs dansant dans le vent. Son rire résonnait, plus léger que tout ce qu'Isabelle avait jamais connu. « Fais attention, Alma » a appelé Isabelle, séchant toujours la tasse qu'elle venait de rincer. Alma s'est retournée et a souri. « Maman, je veux planter plus de bougainvilliers. Un jardin entier, comme notre maison. » Isabelle a ri, sortant. « D'accord, nous irons chercher des plants cet après-midi. Mais d'abord, te souviens-tu de ce que c'est aujourd'hui ?» Alma a penché la tête, ses yeux sombres perplexes. « Quel jour, maman ? » « Ton anniversaire. » Isabelle a secoué la tête, ébouriffant les cheveux de sa fille. « Ton anniversaire, idiote. Aujourd'hui, tu as 6 ans. J'ai déjà fait un gâteau et emballé ton cadeau. Tante Lucie vient plus tard aussi. » Alma a crié et a jeté ses bras autour de sa mère. « Mon anniversaire. J'avais oublié. On ne fêtait jamais les anniversaires au refuge. Mais maintenant, je t'ai, n'est-ce pas, maman ?» Isabelle l'a serré fort, la voix étranglée par l'émotion. « Oui, tu m'as. Tu as une maison. Tu as tout ce que tu mérites. » La petite fête d'anniversaire a eu lieu dans leur jardin avant. Madame Lucie a apporté un gâteau, un panier de fleurs éclatantes et un cadeau surprise emballé dans du papier coloré. Certains des nouveaux voisins sont également passés, apportant des fruits, des pâtisseries et des vœux de bonheur. Aucun d'eux ne connaissait le passé douloureux qu'Isabelle et Alma avaient enduré. Ils ne voyaient qu'une petite famille paisible, une mère courageuse et une douce et vive fillette nommée Alma. Lucie a posé le gâteau d'anniversaire sur la table et a allumé 6 petites bougies scintillantes. « D'accord, petite princesse, fais un vœu. » Alma a fermé les yeux, a joint les mains, le visage radieux. Puis elle a soufflé les bougies, et des applaudissements ont résonné dans la cour. Isabelle s'est penchée et a murmuré « Que as-tu souhaité ?» Alma a marmonné timidement. « J'ai souhaité que tu sois toujours ma maman et que personne ne nous sépare jamais. » Isabelle a ri, la prenant dans ses bras. « Ce vœu est déjà exaucé. Je suis à toi pour toujours. » La fête a continué dans la joie. Alma a ri sans arrêt en recevant de petits cadeaux de tout le monde, une poupée en tissu, un jeu de crayon, des livres à colorier, mais ses yeux ont brillé le plus lorsqu'elle a ouvert son dernier cadeau de sa mère. À l'intérieur se trouvait un dessin fait à la main dans un simple cadre en bois. Le dessin était simple, juste 2 personnes se tenant la main sous un ciel bleu avec une petite maison couverte de bougainvilliers en fleurs au-dessus d'eux et les mêmes mots colorés écrits en bas. « Maman m'a sauvée. Maman est ma maison. » Isabelle a regardé sa fille, la voix tremblante. « Te souviens-tu ? Tu as dessiné ça. Je l'ai encadré pour que nous puissions l'accrocher dans notre maison. Ainsi, chaque jour, quand tu le verras, tu sauras que je suis toujours là, chez toi. » Alma a hoché la tête, serrant le dessin contre sa poitrine. « Je me souviens. Notre maison est exactement comme sur le dessin, n'est-ce pas, maman ?» Lucie a ajouté en riant. « Notre maison n'est pas seulement belle, elle est aussi paisible. Vous méritez toutes les 2 tout le bonheur du monde. » Isabelle a regardé sa cousine, les yeux pleins de gratitude. « Merci. Si ce n'était pas pour toi, pour Lewis, pour Xavier, Alma et moi n'aurions pas su quoi faire. » Lucie a agité la main. « Nous sommes une famille. C'est ce que nous faisons. Tu as assez souffert. Maintenant, il est temps de vraiment vivre. » Cet après-midi-là, après le départ des invités, le jardin était de nouveau calme, juste elles 2. Isabelle et Alma ont planté plus de bougainvilliers le long de la clôture ensemble. Les petites mains d'Alma étaient couvertes de terre, mais son sourire était plus éclatant que jamais. « Quand les fleurs écloront, prenons une photo et envoyons-la à tante Lucie. »« D'accord, maman. » Isabelle lui a doucement tapoté la tête. « D'accord. Quand elles écloront, notre maison sera aussi radieuse que tes rêves. »
Un peu plus tard, Louis est passé, tenant un petit sac en papier. Je n'ai pas oublié l'anniversaire de la petite fille. Joyeux anniversaire, Alma. Alma a crié de joie en recevant le cadeau. À l'intérieur se trouvait un petit bracelet fait de cordons de cuir et de perles gravées du mot « courageuse ». Louis s'est penché et a glissé le bracelet à son poignet. Tu es la petite fille la plus courageuse que j'ai jamais connue. Alma a rayonné et a levé la main pour la montrer à sa mère. Je suis courageuse comme un super-héros, n'est-ce pas, maman? Isabelle a ri. Encore plus courageuse qu'un super-héros. Louis se tenait à côté d'eux, son regard s'adoucissant. J'ai également finalisé le dossier de protection des témoins pour vous deux. Tout est réglé. Michael est en détention. Neige Noire a été officiellement démantelée après 15 ans d'activité. Vous pouvez enfin respirer. Isabelle a hoché la tête, un poisson volant de son cœur. Je ne pensais pas que ce jour viendrait si tôt, mais c'est enfin fini. Louis lui a tapoté l'épaule. Maintenant, vivez votre vie. Vous le méritez. Dans les jours qui ont suivi, leur vie s'est progressivement installée dans un rythme. Alma a commencé l'école à proximité et s'est rapidement fait des amis avec les enfants du quartier. Il n'y avait plus de cauchemars, plus de souvenirs obsédants, seulement des rires innocents et les leçons de l'enfance. La nuit, alors que l'obscurité tombait, leur petite maison brillait chaleureusement de lumière. Elles se réunissaient autour de la table du dîner, partageant des histoires joyeuses de la journée. Isabelle regardait sa fille, son cœur débordant de bonheur. Elle savait que le voyage n'était pas encore terminé, mais au moins à partir de maintenant, elle pouvait avancer, libérée des ombres du passé. Une nuit de clair de lune, Isabelle était assise à côté du lit d'Elma, caressant doucement les cheveux noirs et doux de sa fille alors qu'elle s'endormait. Dehors, la vigne de bougainvilliers se balançait doucement dans la brise nocturne, leur léger parfum remplissant la pièce. Elle a souri et a murmuré, « Je t'ai sauvée, mais tu m'as sauvée aussi. Tu es ma maison, mon tout. » Dans la cour, les tendres bourgeons verts des bougainvilliers continuaient de s'étirer vers le haut comme une promesse d'un avenir radieux, d'un nouveau départ paisible et épanoui. L'histoire d'Isabelle et d'Alma nous montre que même face aux dangers et à des blessures profondes, l'amour et le courage peuvent aider les gens à surmonter n'importe quelle adversité. Personne ne naît fort, mais le désir de protéger ce qu'il y a de plus sacré, comme la famille, comme un enfant innocent, peut nous transformer en la version la plus forte de nous-mêmes. Plus important encore, la justice, bien que parfois retardée, viendra. Et après toutes les pertes, tout le monde mérite une chance de recommencer et de vivre pleinement dans le bonheur. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à lui donner un « j'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à vous proposer des histoires émouvantes presque tous les jours. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.设备还是烫的，手机还是烫的。哦。在冰块，我可以去超商买一个冰块，那放在手机上面。其实冰块不错。
诶，小毛巾，就是毛巾和不织布，超商有吗？超商不知道有没有。我现在要丢垃圾，丢垃圾。刚刚那个丢垃圾的地方呢？可以啊。哦，看到，真的。等一下，我先压扁。好热评吗？谢谢。谢谢。应该还有别的方法吧？不是很热，很热。免费租。哦。不要租吗？薪水租户我也不认识。可以手机讲，手机讲。这样不有用吗？不是。为什么没有？
对，我这边散热会不会比较好？手机散热，哎，你们这边可以用手机散热，如果租这个的话，手机散热。他就是给你一个这样完成看到。手机温度降不下来。